Bonjour, bienvenue à ce deuxième cours, Introduction aux maths en intelligence artificielle. On va regarder maintenant le chapitre 2 du livre Math for Deep Learning de Ronald T. Knozel. Alors, c'est pas obligatoire d'acheter ce livre-là, mais je suggère fortement, étant donné que vous allez pouvoir aller plus en profondeur de ce que je vais vous montrer, et c'est un excellent complément, en fait, tout simplement. Et un élément à remarquer, c'est que vous pouvez aller chercher le code sur GitHub de la majorité des exemples que je vais donner. Il y a quand même des occasions où ça va être des exemples qui vont être altérés, mais dans l'ensemble, je crois que ça serait quand même fortement recommandé là, de coder en fait tout simplement en même temps. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension que seulement avoir des présentations un peu ternes, disons, des exemples mathématiques. Alors, le chapitre, qu'est-ce qu'on va voir? On va commencer avec Monty Hall, le problème de Monty Hall. On va approcher d'une manière un peu plus intuitive, non formalisée. Après, les autres points, c'est l'action des probabilités, le paradoxe des adversaires avec un exemple en code, le concept de probabilité conditionnelle. On va passer par-dessus loi de probabilité marginale, parce que les exemples sont beaucoup trop faciles. On verra ça plus loin. Ça va être plus utile, je crois, à ce moment-là. Et on finit par la formule des probabilités composées. Alors, on va rentrer dans le concept de Monty Hall. Alors, Monty Hall, c'est quoi? C'est, à la base, c'était une émission télévisée américaine qui présentait, c'est une émission de variété, qui présentait un problème. Et ce problème-là a été reformulé beaucoup plus tard, dans les années 90. En fait, il a été formalisé dans une revue. Et je vous mets l'extrait ici, c'est dans la revue Parade Magazine, plus précisément en septembre 90. Puis, ce problème-là est devenu tellement célèbre par la non-intuitivité, si on veut, que c'est rentré dans la culture populaire. Exemple, récemment, il y a quelques années, j'ai vu une émission télévisée là, américaine, là, Brooklyn 99, qui avait la prémisse, là, ce problème, le Monty Hall problème, très amusant pour un mathématicien de voir que dans la culture populaire, ça s'est intégré de cette manière-là, et c'est devenu un problème qui a été résolu depuis l'époque, mais quand c'est sorti, ça a quand même créé un certain émoi dans la communauté, notamment à l'endroit de la personne qui avait publié cet article. Je vous lis le problème. Alors, supposez que vous êtes sur le plateau d'un jeu télévisé face à 3 portes et que vous devez choisir d'en ouvrir une seule, en sachant que derrière l'une d'elles se trouve une voiture et derrière les 2 autres des chèvres. Vous choisissez une porte, disons la numéro 1, et le présentateur, qui sait, lui, ce qu'il y a derrière chaque porte, ouvre une autre porte, disons la numéro 3. Porte qui, une fois ouverte, découvre une chèvre. Il vous demande alors, désirez-vous ouvrir la porte numéro 2? Avez-vous intérêt à changer votre choix? Alors, la question ici, c'est est-ce qu'on reste sur la porte qu'on a à l'origine sélectionnée ou on change de porte? Alors, je vous laisse le temps un peu d'y réfléchir. De toute façon, on va passer sur le code dans quelques instants. Mais sachez que peu importe la réponse que vous avez, c'est quand même c'est non intuitif. Et c'est le but, dans le fond, j'imagine, dans le chapitre aussi, puis la raison pourquoi je vous le présente aussi, c'est que ça démontre à quel point, des fois, notre raisonnement peut être faussé. Et c'est pour ça qu'on utilise les mathématiques et les probabilités, dans ce cas-là, pour formaliser et démontrer un raisonnement qui soit un peu moins basé sur une intuition. Alors, on va regarder ça dans quelques instants avec le code. Alors, regardons un peu le résultat. Peu importe ce que vous avez sélectionné, l'expérience, en fait, qui est démontrée ici, par le code là, qui fait certains tests, en fait, qui a juste reformulé ce que j'ai dit, démontre qu'il est préférable, d'un point de vue des probabilités des statistiques, de changer de porte. C'est non intuitif et c'est normal si vous n'avez pas été en mesure là, de saisir ça. Donc, le code qui est ici, ça provient là, de GitHub. Il y a vraiment beaucoup d'exemples. Rapidement, dans le fond, le test qui est fait, c'est fait sur, je pense, 1000 fois, dans le fond, c'est le nombre d'expériences qui a lieu et c'est basé sur l'idée qu'il y a le nombre de portes et si le choix est fait ou non, tout dépendant, comme le premier pourcentage, c'est si on reste sur la porte
c'est-à-dire si on change pas de porte, et le deuxième c'est un changement, donc on se retrouve avec une probabilité de 1 tiers versus une probabilité de 2 tiers. La probabilité de 2 tiers est plus élevée. C'est non intuitif, vraiment pas, mais c'est juste pour vous montrer en fait que les probabilités, c'est une des raisons pourquoi est-ce qu'on doit les étudier, c'est pour justement éviter un raisonnement qui soit non formalisé. Alors là, on va aller un peu plus dans le vif du sujet. Le chapitre 2 commence avec une explication très simple des axiomes des probabilités. Alors ici, je présente les formules qui vont revenir dans ce chapitre-là. Et vous pouvez aussi aller consulter l'article qui est ici. Ça va vous permettre là, d'avoir un peu plus de détails sur qu'est-ce que c'est exactement. Là. Alors, les trois formules qui sont là portent des noms. Je vais le dire en anglais, c'est le sum rule. Il y a aussi le product rule et le sum rule revisited. C'est les noms qui sont donnés. L'auteur donne des noms, disons, à son goût, d'une certaine manière, mais il existe un formalisme à l'intérieur de ça qui provient, dans le fond, de l'axiome des probabilités. La lecture de ces éléments-là ne devrait pas vous être inconnue. Si c'est la première fois que vous voyez ça, il faut quand même prendre le temps d'étudier un peu les probabilités. Par exemple, la première équation, la probabilité de A et B, c'est le produit là, de P, probabilité de A multiplié par probabilité de B. Donc, ces notations-là ont un contexte toujours, et ces contextes-là, c'est avec la pratique qu'on arrive à les déterminer. La raison pourquoi il faut les apprendre, ces équations-là, et surtout les comprendre, c'est que éventuellement, ça sera utile dans l'apprentissage profond et aussi dans la mise en application de certains algorithmes en apprentissage machine. Donc, prenez le temps de les absorber, de lire sur le sujet, si jamais vous avez jamais vu ça, mais à partir de là, la fondation peut se créer. Vous n'avez pas besoin d'aller nécessairement trop loin dans les probabilités, mais au moins d'avoir cette connaissance-là. Il y a des éléments qui vont se rajouter un peu plus là, à travers la vidéo, mais ça, disons que c'est la base, la base ultime. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin là, dans la question des axiomes ou la théorie des ensembles, mais au moins d'avoir ça, ça serait, disons, les premiers éléments. Bon, maintenant, on va aller dans le paradoxe des anniversaires. Avant de voir le code, il faut absolument comprendre là, cette équation-là ici, qui est le coefficient binomial. Je mets un lien ici pour l'équation en tant que telle dans sa lecture. Donc, si vous avez jamais vu ce type de notation-là, comme par exemple n, si on dit que n c'est 4, donc on devrait multiplier 4 par 3, par 2, par 1. Donc, c'est ce type-là le point d'exclamation, c'est ça que ça veut dire. Et on va en avoir besoin pour résoudre le paradoxe des anniversaires. Le paradoxe des anniversaires, très rapidement, c'est on veut savoir combien de gens on doit réunir dans une salle au minimum pour avoir 50% de chance et plus que 2 personnes dans cette salle-là aient le même anniversaire. Encore une fois, je vous laisse y penser, puis on va se retrouver du côté du code. Alors le code qui est ici provient du GitHub de l'auteur, de Ronald T. Knussel. Alors, ici, l'idée, c'est que on cherche un résultat. Je vous ai expliqué un peu les différents paramètres qui sont là. On fait une simulation en réalité sur la problématique d'avoir 2 personnes sur un groupe donné. Combien de gens, en fait, on a besoin là, au minimum là, pour avoir 50% de chance et plus que ces 2 personnes-là aient le même adversaire. Alors, l'idée, c'est que on utilise le concept de, par exemple, si 2 personnes, c'est quoi les chances que ces 2 personnes-là aient la même date d'anniversaire? Donc, c'est une chance sur 365. Et donc, on retrouve là, c'est 1 divisé par 365, ça serait les probabilités sur l'hasard complet entre 2 personnes. Donc, c'est très, très petit comme pourcentage. Ce qui se passe, c'est qu'en utilisant l'équation que je vous ai montrée à l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde à chaque itération le contraire de notre question. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 1 sur 365, on regarde en fait 364 divisé par 365. On fait l'hypothèse ici qu'on est dans les années toujours continues 365 jours. En fait, il faudrait comparer aussi les années bissextiles, mais on va passer par-dessus ça. Alors, l'idée, c'est que on va comme tester pendant un certain nombre d'expériences les gens qui vont n-test par m.
Donc, on a 30 pour la valeur M, le nombre de tests 10 000 pour 30 personnes testées. Donc, ici, on a les 30 personnes. Et à chaque fois, on va évaluer la probabilité. Alors, ce qui ressort, c'est que, bon, ben, au début, on a à peu près une valeur similaire là, du hasard complet. Et éventuellement, à chaque fois que les personnes s'ajoutent, la probabilité, en fait, elle augmente. Le nombre de chances augmente ou diminue inversement. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va se rendre compte que, en fait, on a besoin de seulement 33 personnes pour avoir 50% de chance. 50 et 5, 7, mais ça va changer d'une fois à l'autre, mais disons plus que 50%. Et c'est 23 personnes la réponse. Alors, ça ici, c'est faire usage des probabilités avec une certaine forme de combinatoire, si on veut. Mais c'est seulement un exemple, c'est très jouet, mais gardez à l'esprit cet exemple-là, parce que cette notion-là de combinaison entre les éléments, ça peut devenir très important éventuellement quand vous allez travailler dans des systèmes ou des équations qui sont beaucoup plus compliquées. Gardez à l'esprit cet exemple-là et comment on fait pour approcher un problème avec des outils comme par exemple celui que j'avais présenté juste ici, le coefficient binomial. Ça peut vraiment vous sauver la vie. Donc ça, c'est à retenir vraiment par cœur et l'étudier. Pas très compliqué, mais très utile, surtout quand vous travaillez avec des ensembles qui ont des variables extrêmement élevées. Bon, maintenant, on arrive dans le concept de probabilité conditionnelle. J'ai passé par-dessus une explication de c'est quoi une probabilité, mais disons, dans le cas de figure où est-ce qu'on est, la probabilité conditionnelle, elle est connue plus souvent qu'autrement par l'équation qui est ici. Donc, la probabilité qu'un événement A ou qu'un événement B survienne. Donc, si par exemple, si je reviens un peu en arrière, c'est exemple, si on lance un dé, c'est quoi les probabilités qu'on tombe sur un 1? Donc, c'est 1 sur 6, étant donné qu'il y a 6 faces. Donc, ce genre de mécanique-là, c'est ça une probabilité. Mais il y a des situations où les probabilités sont reliées en quelque sorte. Et c'est là que la notion de conditionnel arrive. Alors ici, le livre présente une première approche qui est la probabilité que A et B surviennent. Ça équivaut à la probabilité que B soit, en fait, c'est que la probabilité, le petit signe qui est ici, là, si on peut le traduire, c'est la probabilité que l'événement B survienne en supposant que l'événement A est survenu. Donc, c'est ça que ça veut dire la petite ligne simplement qui est là, multipliée par les probabilités de A. Et si on manipule un peu très facilement l'algèbre qui est ici, ben on arrive à cette équation-là qui est en quelque sorte équivalente aussi. La même chose, la probabilité d'un événement B, en supposant que la probabilité de l'événement A survienne, équivaut à la probabilité de A et B divisé par la probabilité de A. Donc ça, c'est le fondement de la probabilité conditionnelle, si on veut, et c'est présenté de manière très sommaire là, dans le livre, mais c'est sûr que ça va beaucoup plus loin, mais ça, c'est juste un exemple là, pour vous dire d'où vient cette équation-là, et comment est-ce qu'on arrive à faire le lien entre les deux. Donc là, c'est sûr que c'est un peu plus relié au livre en tant que tel, mais si vous arrivez à saisir dans le fond, cette phrase-là, en quelque sorte, oubliez pas qu'il y a des événements aussi qui sont des probabilités qui sont conditionnelles, mais il y en a d'autres qui sont exclusives, dans le sens qu'il y a certains événements qui peuvent arriver. Donc, faut apprendre à faire la traduction, si on veut, entre un événement d'une probabilité et ce qui survient dans la réalité. Donc, c'est pas seulement de prendre les mathématiques et les mettre en application. Il faut quand même avoir une idée de comment est-ce qu'on veut traduire ça d'une manière là probabiliste. Alors, pour le prochain chapitre, loi de probabilité marginale, que j'ai probablement mal traduit, là, c'est le thème, là, ou comment c'est inscrit, c'est Joint and Marginal Probability. C'est beaucoup trop simple, je pense, c'est une réitération là, du point précédent là, sur les probabilités conditionnelles. Puis, c'est pas intéressant de travailler ça, je crois. Enfin, du point de vue théorique et pratique, on va le voir de toute manière beaucoup plus loin, mais c'est vraiment juste un survol par rapport à comment les tables sont construites et tout. Mais dans le chapitre des statistiques, on va même en revoir un peu, donc je passe par-dessus ça. Le dernier point du chapitre, c'est les formules des probabilités composées. Alors là, ça vaut la peine quand même de prendre le temps là, de regarder c'est quoi. Il y a un exemple juste après sur l'exemple de Boston, sur les voyageurs de Boston. Mais avant de rentrer là-dedans, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'est-ce qu'on appelle le chain rule.
c'est une équation qui va prendre différentes formes, mais très souvent, ça va ressembler à ce qu'on voit ici. Elle naît en quelque sorte de l'équation qui est juste en haut. Donc, on voit qu'il y a quand même, et ça arrive souvent en mathématiques, il y a vraiment une superposition d'éléments. Donc, si vous n'êtes pas habitué à lire ce type de notation-là, c'est très intimidant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que sachez qu'en mathématiques, à moins avec mes petites connaissances que j'ai, c'est qu'il arrive que les équations sont présentées d'une telle manière que pour un informaticien, en réalité, c'est un algorithme qui est présenté. Je m'explique. Cette écriture-là un peu cryptique, en fait, ce qu'elle révèle, c'est que c'est une itération. Alors, à l'intérieur de cette équation-là, on retrouve cette notation-là, mais basée sur un nombre théoriquement infini de séquences. Donc, au lieu d'avoir deux variables, on trouve 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est pour ça qu'on a des facteurs A, N et AJ. Ce qui est un peu embêtant dans cette lecture-là, c'est qu'elle pourrait être reformulée pour une meilleure compréhension pour les informaticiens. Personnellement, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais écrit AN et avec le signe là, qui va être utilisé jusqu'à AN plus 1. C'est que on veut finir la séquence et on veut l'utiliser de telle sorte que il n'y ait pas d'ambiguïté, parce qu'on voit comme un paramètre n jusqu'à 1 pour les informaticiens, moi ça me gêne l'œil. Pour les mathématiciens, c'est peut-être différent, mais le ANE, c'est ça l'espèce de U à l'envers, ça suppose là, que on ne sait pas où est-ce que ça finit exactement, mais cette séquence-là émet l'idée que ce soit A et B et C et D jusqu'à X, mais c'est que ces paramètres-là, le 1 peut mélanger un peu. C'est pas, il y a rien autre qu'une séquence à lire. Ici, on a le produit d'une, dans le fond, c'est un produit, tout simplement. C'est pas une somme, mais c'est un produit. C'est un signe équivalent au signe somme. Et ça va de n avec k est égal à 1 sur les probabilités. Donc ça, c'est une lecture particulière qu'il faut faire, mais il faut juste comprendre que c'est un produit. Il y a une séquence qui arrive. Et après, il y a du code qui peut être généré là-dedans. Et le code, ça va prendre le AN jusqu'à AJ, mais ici, c'est comme s'il manquait un autre AN juste après le conditionnel. On sait que c'est comme l'exemple que je montrais, le B conditionnel à A qui survient, mais c'est un peu la même séquence. Et c'est comme s'il manquait un élément ici. Et ce qui va arriver, c'est que, on va le voir un peu plus précisément dans l'exemple de Boston, c'est que c'est comme s'il manquait des caractères ici pour comprendre que ça, c'est une itération sur l'équation d'une itération sur elle-même. Donc, ceci dit, on pourrait l'élaborer beaucoup plus pour que ça ressemble dans le fond à du code, mais la manière comment c'est écrit, ça devient cryptique parce que c'est comme s'il manquait des éléments. Donc, moi-même, je me rends compte que ça peut être cryptique ce que je dis en ce moment. On va aller regarder du code, ça va faire plus de sens. Alors maintenant, on va voir l'exemple en code. J'espère que ça va être plus clair là, que seulement l'équation mathématique que j'ai présentée. Alors, ce que je veux que vous compreniez, c'est pas nécessairement un cours de programmation ici, mais c'est juste que c'est la composante dans la boucle des deux for. C'est, je crois, ce qui est le plus important à comprendre ici. Parce que dans l'itération que lui ici, c'est pas quelque chose qui est facile à saisir, cette espèce de boucle qui naît à l'intérieur. Si je la réinterprète mathématiquement, je pourrais voir cette équation-là qui apparaît avec les trois variables, et je vais les expliquer c'est quoi ces variables-là. Donc on a le concept, c'est on a 50 personnes, 4 personnes ont voyagé à Boston, et on se pose la question que c'est quoi les probabilités qu'il y ait sur une sélection de 3 personnes de manière aléatoire qu'on ait des gens qui ne soient pas allés à Boston. Donc c'est un peu ça le problème. Pour vous présenter, par exemple, là, facilement, là j'ai changé le code, mais disons là, que le code il est lancé. Là, on a un résultat sur une seule expérience. Je vais le lire très rapidement. Donc, dans une séquence de i jusqu'au range n c'est expérience 1. Donc, on sélectionne trois données de 0 à 50, p est égal à 50 et m est égal à 3. Donc, on en sélectionne 3. Donc, de ces 3 données-là, de 48, 41 et 6, on veut savoir c'est quoi les probabilités que il y ait pas de voyageurs d'enfants qui sont allés à Boston. Et là, on tombe très facilement sur la probabilité que, en fait, c'est à 100% la probabilité que personne n'est allé parce qu'on a fait une seule expérience. Et là, si on augmente tranquillement les expériences, c'est là qu'on va rentrer dans des variations. Donc vous allez peut-être avoir une séquence différente si vous le faites, parce que là, on voit que à l'occasion, ça rentre à l'intérieur
il y a des gens qui ont voyagé à Boston, dans le fond, c'est les identifiants 1, 2, 3 sur la séquence de 50. Et si on augmente graduellement, si on va à 100, là on voit que les probabilités éventuellement finissent par se modifier. On a 84. Donc si je le mets de plus en plus grand, on va voir que les probabilités bougent. Parce qu'il y a une expérience. Donc, c'est un peu comme la loterie. On voit vraiment comme, bon, ben, dans l'expérience donnée, il y a effectivement une tentative là, qui est faite au niveau là, du système. Et éventuellement, on va arriver à quelque chose qui est très très proche de 77. On va atteindre un certain seuil. Là, j'en ai fait seulement, je sais plus, comme je pense 100 expériences, ou 1000. Ben, si je vais plus loin sur 10 000, puis là, j'enlève dans le fond cette section-là ici. Ce test-là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est que éventuellement, il va aller de plus en plus proche du résultat de 77. Donc là, si je le mets encore plus élevé, ça va prendre plus de temps de calcul probablement, mais ce résultat-là, éventuellement, théoriquement, et de manière expérimentale, va ressembler de plus en plus à la réponse qui est ici. Donc là, on est à 77, 66, et ici j'ai 77, 44, et on va de plus en plus arriver à ce résultat-là. Il faut faire attention parce que les décimales et tout, mais quand même, c'est juste pour vous démontrer, là, c'est comment la représentation mathématique se traduit dans le code. Alors, ça termine ce chapitre-là. On va faire une petite conclusion, puis ça va être tout. Alors ça, c'est la conclusion de toutes ces vidéos. J'ai pas encore idée de combien la longueur ça va être. Je vais essayer de rester moins d'une demi-heure en espérant que ce soit environ 20 minutes. Je vais essayer d'aller de manière le plus concise, mais il y a tellement d'informations que vous devez acquérir. Donc c'est vraiment juste une introduction, mais veuillez prendre le temps d'explorer les différents liens que je vais mettre en dessous de la vidéo. Prochain chapitre, ce qu'on va attaquer, c'est encore des probabilités, mais là on va rentrer vraiment un peu plus dans les mathématiques le plus couramment utilisées. Ça, ces espèces de concepts-là sont utilisés, mais c'est pas toujours explicite et on assume très souvent en fait que vous devez déjà connaître ces choses-là. Mais j'ai remarqué là, malheureusement que c'est pas toujours le cas. Ou des fois, c'est des choses que vous avez pas vues depuis plusieurs années ou que vous avez vues comme un peu par la bande dans des cours là, de statistiques et de probabilité, peut-être au collégial, au secondaire ou même à l'universitaire. Mais ça reste quand même que c'est des petites composantes qui vont vous être très utiles par la suite. Et puis voilà, en espérant que vous avez apprécié. Merci de mettre un pouce. Ça serait très agréable, étant donné qu'à l'époque où on vit, l'algorithme, j'en ai besoin. Et merci de vous abonner aussi. Je vais sortir une séquence, je l'espère, à chaque 2 semaines. Ou aux semaines, tout dépendant de l'ampleur du vidéo. Il va peut-être avoir des vidéos qui vont être segmentées en 2, mais je vais essayer de garder un bon rythme. Mon but étant dans les prochains mois de compléter les 11 chapitres pour au moins avoir une formation complète. Je pense que ça serait vraiment bien d'avoir comme une structure là, qui soit cohérente de A à Z, et c'est vraiment les 11 chapitres qu'on va suivre un par un. Donc je vous remercie encore, puis à la prochaine.